Ok. Est-ce que vous pourriez commencer par me dire qui vous êtes et comment vous êtes arrivé ici? Alors, donc je m'appelle Ipe Imura de Restaurant Tabi. Voilà, donc je pense que ça se voit, je suis japonais. Donc je suis né au Japon et j'ai grandi au Japon. Donc c'est 100% japonais. Voilà. Et je suis à Marseille aujourd'hui, donc ça fait 19 ans que je suis en France, surtout à Marseille. Et comment je suis arrivé? Alors, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, je pense. J'ai travaillé dans la maison ancestrale de 1995 jusqu'au 2003 au Japon, dans la maison ancestrale, qui a duré 3 siècles. Et c'était un restaurant père et fils et père et fils. Donc un jour, le dernier fils qui a décidé de fermer le restaurant, donc ils ont fermé l'histoire de 3 siècles. Je trouve que c'est très dommage. Et du coup, j'étais chômage, quoi. Et puis, enfin, heureusement que c'est un restaurant qui avait bonne réputation. Donc j'ai eu une proposition de travail en France et je suis venu avec une proposition et ça m'a plu et donc je reste. Voilà. Ok, super. Euh, Combien de temps ça vous a pris de vous sentir chef? Donc ça c'est assez particulier comme sujet parce que je ne sais pas si vous connaissez, à la cuisine japonaise. Alors, J'ai lu un petit peu. d'accord. Donc la cuisine japonaise, voilà, on a besoin de 10 ans d'apprentissage en général. Mais comme j'étais bon, peut-être, j'ai eu 7 ans de formation. Et oui, voilà. Donc ça a été long, mais c'est jamais assez, je pense. Et après, j'ai appris tout seul, j'ai continué. Et donc ça, c'est mon premier formation que je l'ai eu pendant 7 ans. Alors, deuxième temps, et donc comme j'ai été invité en France comme en tant que chef, et puis j'ai eu l'occasion de travailler avec un chef connu de France, quoi. Et donc, c'est pas un apprentissage que j'ai fait, mais en faisant événements ensemble, ou travailler ensemble dans l'événement, ou à l'école des fois, tout ça. J'ai fait des échanges de techniques, techniques de la cuisson, découpe, voilà. Donc j'ai deux univers en fait, le Japon et en France. Et j'ai deux écoles vraiment complètement différentes, quoi. Voilà, donc j'ai eu chance, je pense. Oui. Une chance et beaucoup de travail aussi. Oui. Est-ce que vous pourriez me détailler les étapes dans les 7 ans que vous avez eus? Très bien. Alors, donc c'est encore assez particulier. Alors, comment ça se passe au Japon, les formations? Donc, c'était old school. D'ailleurs, ça n'existe plus beaucoup, ce genre de choses. Alors, donc, le début, au Magic, il faut habiter avec tous mes collègues ensemble. Ok, donc je me suis dit, c'est une challenge. Donc, j'ai quitté chez mes parents et j'étais assez jeune, quoi. Et donc, j'ai commencé à habiter avec mon collègue de travail, de sous-chef, chef de partie, tout ça. Et ça, c'est dans un premier temps. Et ensuite, alors, j'ai pas touché de couteau premiers 6 mois. Alors, au début, je suis arrivé en cuisine, je me rappelle toute ma vie, je pense. Le premier mot, première chose que j'ai fait, nettoyage de salsifis. Vous savez, mes salsifis locaux, hein, qui a plein de terre, tout ça. Donc, on m'a donné une éponge japonaise qui est pas très beau, qui est très roux. Et j'ai frotté de salsifis. Et donc, premier temps, j'ai nettoyé le légume. Et j'ai appris comment on conserve le légume, comment on doit nettoyer le légume, comment on doit toucher le légume. Ça, c'est dans un premier temps. Voilà. Et ensuite, c'est vraiment ces trucs vite fait, quoi. C'est une initiation. C'est nettoyage, cuisine, entretenue de cuisine, comment il faut toucher le matériel, comment il faut allumer le charbon, parce que c'est une cuisson au charbon. Donc c'est la base. En fait, j'ai appris les premiers 6 mois avant de cuisiner quelque chose. Comment tu touches de légumes, comment tu touches les produits, comment tu utilises les machines. Voilà, c'est surtout tout ça. Et au bout de 6 mois, avant de toucher des couteaux, il m'a dit il faut que tu apprennes l'omelette. Ah, omelette, ça va, moi, je vais apprendre vite, quoi. C'est une journée. Bah non, tu vas mettre quelques mois.
Je n'ai pas compris du tout au début. Je ne sais pas si vous connaissez, omelette japonaise, c'est une omelette carrée, il faut plier avec les baguettes. Donc j'ai commencé à apprendre comment on sert les baguettes avant qu'on utilise le couteau. Donc j'ai plié, j'arrivais pas. Et pourtant on m'a expliqué bien, mais voilà, j'avais pas toutes les manipulations au début. Et donc j'ai décidé de entraîner moi-même. Donc je suis rentré où j'habitais et vous savez, vous avez des poêles carrés. Et donc j'ai commencé à faire les omelettes après le travail. Mais j'arrive pas. En une semaine, j'arrive pas. 2 semaines, j'arrive pas. Au bout de 2 semaines, j'avais plus d'argent pour acheter les œufs. Donc j'ai mis les serviettes sur le poêle et je me suis entraîné de comment tu plies avec les baguettes. Donc j'ai plié les serviettes avec les baguettes. Et j'ai mis 6 mois pour apprendre ça. Et en même temps, j'ai commencé à apprendre la cuisine traditionnelle japonaise. On apprend d'abord donc ce que j'ai dit, de légumes, tout ça. C'est un apprentissage au début. Et ensuite, on passe aux fritures. Donc j'apprends toutes les cuissons de friture, frites quoi. De tempura, de pané, de tout ça. Donc les pâtes, tout ça. Et en même temps, on apprend les pâtes pour le tempura et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a du coup comme critère pour la friture? La pâte, ok. Et est-ce qu'il y a la façon de manipuler les... Si vous voulez que je parle de détails, oui. Alors, je veux bien. En magique, il faut que tu comprends la température de l'huile en regardant. Pas toucher, pas mettre quelque chose en regardant. Qui paraît un peu fou, mais on peut en fait toujours. On peut. Donc, j'ai essayé sur le poêle, j'ai essayé avec les friteuses, j'ai essayé avec un autre appareil. Comment on regarde la température? Parce que, bien sûr, même tempura, hein, s'il y a 10 légumes différents, c'est toujours pas la même température. Ok. Et ensuite, on trompe l'alimentaire dans l'huile. Je parle de tempura. Hein. Et en magique, il ne faut pas respirer. Tu t'arrêtes de respirer et tu comptes combien de secondes. Donc, mon chef m'a dit, il faut que tu deviennes un minuteur, toi-même. Et donc, avant d'apprendre cuisson, j'ai appris comment il faut compter dans la cuisine, de secondes. Voilà, et on apprend tout. Et c'est utile pour les grillades, c'est utile pour un autre cuisson, quand on fait la sauce, tout ça. Et c'est utile pour tout, en fait. Et comme ça, en faisant apprendre la cuisson de friture, on apprend tout. Donc, c'est une vraie école, quoi. Vous savez, c'est l'école de cuisine, d'apprentissage. Ici, comment ça se passe, je connais très bien même. Et on apprend des techniques, voilà, comment tu cuis, comment on coupe, pour faire cuire, comment on coupe, voilà, tout ça. Donc, j'ai commencé à toucher, évidemment, le couteau. Donc, je me rappelle plus. Vous savez, des petites crevettes douces, tout est minuscule. Il faut faire frit. Et donc, j'ai enlevé avec les brochettes, j'ai enlevé l'intestin une par une. Et on m'a donné le matin à 8 h à 2 kg. Et j'ai fini à 16 h pour enlever l'intestin. C'est pas friture, hein, d'accord. Et après, j'ai appris comment tu fais frit. Donc, tu fais frit 2 kg et après, on laisse mariner. Ok. Frit et mariné, c'est bizarre, ça. Et donc, du coup, j'ai fait frit. Apparemment, c'était trop cuite. Donc, j'ai recommencé à partir de 18 h d'enlever les 2 kg d'intestin, tout ça. Donc, nous avons une culture un peu comme cuisine gastronomie française, mais histoire d'aller jusqu'au bout. Donc, voilà, j'ai suivi ça, quoi. Donc, au début, on commence par friture, et après, on fait des grillades. Donc, c'est tous les cuissons surtout, c'est principalement, c'est le poisson, hein, cuisson de poisson. Donc, j'ai appris de griller le poisson. Griller de légumes et champignons et tout ça. Et à un moment que j'ai commencé le grillade, en magique, il faut que tu ailles faire les formations de champignons. Donc mon maître, il dit, demain matin, tu viens plus ici, tu te donnes l'adresse et tu vas là-bas. Parce que c'est la saison de enoki. Enoki, c'est champignons japonais. Donc tu vas chez le producteur de champignons. J'ai rien compris au début. Et mon sous-chef qui m'a ramené de chez Elbar, qui est producteur de champignons, en fait, j'ai resté 2 semaines chez eux pour apprendre cultivation de enoki. Donc, histoire de cuisine japonaise, c'est histoire de
travailler avec produits. Donc, le produit, comment on apprend? Et là, on apprend sur place avec les producteurs. Donc, j'ai fait un stage avec pêcheurs, comment on tue les poissons, que vous connaissez peut-être, ikejime, tout ça, Il y et a quelque comment on chose le que je pêche. ne comprends peut-être pas bien, j'ai vu le shinkejime, qu'est-ce que c'est? Oui, shinkejime, c'est... Vous avez vu le moi, non? Oui. Oui, alors shinkejime... En Alors, fait, j'avais vu votre article de Vice, Ok. en 2019 quand il est sorti. D'accord. Et c'est par hasard que je vous retrouve C'est maintenant. bien, le Vice, Donc, c'est connu, c'est le truc Allemagne, là. ouais, ouais, ouais. Il est mondial, ouais. très bien le Vice. Alors, donc, c'est de shinkejime. En fait, alors, ikejime, c'est large, en fait. Ikejime, c'est tuer vivant, ça veut dire. Donc, il y a plein de façons. On peut tuer avec les glaçons, on peut tuer avec plein de façons. Donc, ça veut dire qu'on ne laisse pas mourir, en fait, ikejime. On laisse mourir le poisson, c'est le pire. Alors, shinkejime, c'est ma spécialité, que je suis un des premiers qui a ramené en France, je pense. Shinke, ça veut dire nerf. On enlève le nerf avant de le tuer. Donc, c'est comme chirurgien, hein, c'est comme l'anesthésie. C'est artipuncture de poisson. Entre les yeux de poisson, on passe un petit aiguille, et dans l'aiguille, il y a des ficelles. On met les ficelles, comme l'artipuncture, et on touche le nerf. Quand ça touche le nerf, il y a une vibration de poisson. On traverse tous les corps, on enlève le nerf, il mord. C'est une façon très intelligente pour ne pas donner le stress au poisson. Parce que quand on donne le stress et puis quand on tue, ça commence à se développer l'amertume déjà, c'est pas bon, et ça se conserve mal. Ok? Et c'est voilà. Je vais juste parler jusqu'au bout. Une histoire de particularité de cuisine japonaise aussi. Pour moi, on me demande souvent c'est quoi les différences entre cuisine japonaise et cuisine française. Alors pour moi, c'est une cuisine japonaise, c'est histoire d'enlèvement, enlever. Okay? Et cuisine française, c'est ajouter. Okay? Cuisine française, on ajoute le beurre, on ajoute le sel, on ajoute le poivre, on ajoute le crème pour construire le goût. J'adore. Cuisine japonaise, on enlève le nerf, on enlève le sang, on enlève le gras, on enlève le midon pour construire le goût, silhouette de goût. Donc c'est grande différence. Et moi, comment j'ai appris, donc ça correspond à l'histoire d'enlèvement. Donc j'ai appris le shinkejime, c'est-à-dire que j'enlève le nerf avant de tuer le poisson. Voilà, ça change tout. Ça se conserve plus longtemps et plus respectueux surtout pour l'animal. Et puis on touche le poisson quoi, vivant. Et vraiment, j'ai grand merci à mon chef. Parce que comme ça que j'ai appris les valeurs de vie de chaque animal. Et à partir de ce moment-là que j'ai appris, dans ma tête, il n'y a plus d'histoire de jeter d'alimentaire. Vous comprenez? Ok, il y a une petite chute qui reste, donc je jette. Non, en fait, je touche quelque chose qui vivait avec moi dans cette planète. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Voilà. Donc c'est important. Absolument. Et moi, j'ai commencé à faire cette technique. C'était pas pour que je devienne connu ou quelque chose, c'était déjà pour avoir le bon poisson dans mon restaurant. Voilà. Et puis, vous savez, c'est Marseille, on a de potentiel, quoi. On a beau poisson, quoi. Et pourquoi on parle plus de Bretagne ici, en France, des poissons de Bretagne? Et pourquoi? Parce que ici, on a de beaux céréoles, de riches, de dorades, de rogers, de plein de poissons différents. Mais à Marseille, c'est très catégorisé. C'est-à-dire que l'été, tout le monde qui pêche le bouillabaisse. Après le bouillabaisse, le poisson de roche, quoi. Le poisson de roche, et après le roche, c'est dorade. Après les dorades, et le thon, loup, et c'est très catégorisé. Et à la fin de l'année, on dit, il n'y a plus de poisson dans la Méditerranée. Évidemment, ouais, si on pêche le même poisson, oui, après il n'y a plus de poisson, on casse l'équilibrité de la planète en fait. Et donc, pour montrer aux pêcheurs qu'on peut avoir une spécialité marseillaise de pêcheur, voilà, avec mon technique shinkejime. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Voilà. Ça n'a pas dû être facile de convaincre les pêcheurs? Ah, c'est très dur. Alors déjà, c'est la première année, donc ça va faire il y a 20 ans que je l'ai formé. Et ils sont plus d'un métier. Voilà, c'est comme apprentissage de cuisine. Déjà, c'est difficile à former quelqu'un
est difficile que mes élèves qui continuent leur métier en fait. Voilà, soit la cuisine, soit la pêche, pêcheur, tout ça. Voilà. Mais je ne me regrette pas. Je vais continuer, former les gens en cuisine, en pêche, en tout. C'est parce que la vie de cuisine, c'est un partage et échange. Vous comprenez? respect de Le l'environnement. respect des produits, tout ça, mais tout seul, vous ne pouvez rien faire. Il faut que vous entendez bien avec votre collègue, il faut que vous expliquiez bien ce que vous avez appris aussi. Ok, c'est autour de vous, quoi, autour de voilà, les producteurs, voilà, tout ça. Bon, bref. Je continue comment on forme S'il vous plaît. les gens. Donc, c'est après les grillades. Donc, je suis parti en cultivation de champignons. Donc, pendant 7 ans, j'ai fait plein de stages différents. La pêcheur, de cultiver de poissons, élever de poulets, un peu tout. J'ai fait tout. Voilà. Et grâce à ça, j'ai quelques diplômes officiels du Japon. Voilà, c'est un vrai apprentissage. Donc c'est complètement différent, je pense, comme on apprend avec ici et là-bas. Grâce à ça, vous avez eu quoi comme diplôme, pardon? Diplôme de diététique Ok. et diplôme de fugu, c'est les poissons de lune. Et diplôme d'élevage de cultivation de champignons, enoki, shiitake et matsutake. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a un diplôme de chef Alors, au Japon? ce que j'ai appris, c'est le cuisine kaiseki. C'est cuisine traditionnelle japonaise, ok, qui est née d'un temple de bouddhisme en XIIIe siècle au Japon. Voilà. Et il n'y a pas de diplôme. C'est le chef qui donne ses statuts chef. Voilà. Et à part ça, bien sûr, évidemment, je suis allé au lycée hôtelier en travaillant. C'est-à-dire qu'on habitait même maison. Et le matin, j'étais à l'école, premier 2 ans. Et le soir, j'ai travaillé dans un restaurant. Voilà, donc j'ai fait tout. J'ai le diplôme de cuisine japonaise aussi, bien sûr. Mais le diplôme de chef, c'est le chef qui me donne. C'est pas l'État qui me donne. Voilà. Très C'est ça. intéressant. Et après les grillades, alors on passe à Hasunba. Hasun, c'est une assiette qu'on fait ici. Alors, traditionnellement, c'est sur 24 cm de plateau. Il faut mettre 3 éléments de nature, la terre, et mer et montagne. Voilà, ça c'est le règlement. Donc il faut bien comprendre le produit de la mer, produit de la terre, produit de la montagne et de la saison. Voilà. Et après, on fait le petit boucher comme un petit tapas sublime. Voilà. Et on passe au ça. Et là, on est content en fait. Parce que au début, vous avez fait de nettoyage, des omelettes. Et le deuxième monde, vous avez fait des fritures. Et après, vous faites les grillades. Et là, le Hasenba, c'est ce qui commence vraiment. Il y a une cuisson, il y a de ci, il y a de ça. Voilà. C'est une expérience complète. Complète, exactement. Et après le Hasenba, on passe au Nikata qui s'appelle. Le Nikata, c'est tous les bouillons, les soupes, les sauces, tout ça. Voilà. Et une fois qu'on a fini ça, et on passe devant le comptoir, donc c'est-à-dire devant les gens, et pour couper le poisson. Voilà. Et qui s'appelle maître de Itamae. Itamae. Ok? Voilà, Itamae. Itamae, ça veut dire devant la planche. Donc vous arrivez devant la planche au bout de 5-6 ans. Minimum. Voilà, exactement. Ok. Donc ça, c'est la position, c'est le but, c'est la position honorifique, la position de chef de cuisine un petit peu. D'accord. C'est ça. Ok. Et si je peux vous ajouter, je peux continuer si vous voulez, de comment je S'il vous ressens plaît. tout ça. Oui, S'il vous ok. plaît. Donc voilà. Donc pendant 7 ans, ça a été dur, vraiment, parce que là, on a commencé à 8 heures et j'ai sorti à minuit tout ça. Et des pauses aussi, j'avais, mais c'est-à-dire, mais il y avait des espoirs en fait, toujours. J'ai senti que j'apprends quelque chose. Enfin, ça a été dur hein, quand même. J'étais assez jeune, donc je ne comprenais pas trop. Mais, et puis plein de mon collègue, il a arrêté. 1 mois ou 2 mois. Non, c'est pas possible, je ne vais pas nettoyer les légumes toute ma vie, quoi. Et ça donne cette impression. Mais j'arrivais à continuer en fait. J'arrivais à continuer. Donc j'ai pas compté l'heure que j'ai travaillé. J'étais voilà. Souvent on m'a engueulé, on m'a pourri et tout. Mais j'avais confiance en mon chef. Il m'apprend quelque chose, il me porte quelque chose. Voilà. Ça a été dur comme voilà. Le premier temps, on m'a pas appelé mon nom. J'ai des gosses. Ça n'existe plus, ça c'est les générations aujourd'hui. C'est old school quoi. Voilà. Et donc j'ai senti qu'il ne me respecte pas, tout. Mais aujourd'hui, avec qui j'ai appris, je considère, lui aussi considère, comme ma famille, comme mon père.
Et il m'appelle mon fils. Mon fils, je suis en France, il est au Japon, il a 90 ans. Il m'envoie le colis de lettres jusqu'au là, tous les quelques mois. Et avec l'alphabet, il n'arrive pas à écrire l'alphabet bien, l'alphabet occidental, mais je le vois que c'est lui qui a écrit tout. Mais on a un vrai, comment on peut dire? Un lien. Le lien et les connexion. relations de connexion. Je sais que si je peux compter sur lui. Il sait que je peux compter sur lui, sur la cuisine, hein, je parle. Voilà, c'est. Voilà, comment on peut dire? C'est mon professeur Votre et mentor. mon chef de toute ma vie, quoi. Voilà. Mm. Super, Mm. super. Et vous retournez le voir parfois? Bah, tous les quelques mois, je retourne. C'est la première chose que je fais quand je suis au Japon. Et vous retournez tous les ans au Japon au moins une Tous fois? les ans, 2-3 fois, ouais. 2-3 fois par an? 2-3 fois parce que je travaille toujours là-bas. Voilà. D'accord. Je suis chef promotionnel de quelques hôtels. D'accord. Voilà, toujours je travaille. Mm. Super, Voilà. super. Quelle a été la plus difficile décision pour en arriver ici? Décision Mhm. Le choix. pour devenir chef ou c'est Pour quoi? être qui vous êtes maintenant, ouais. J'ai continué mon métier. Ça veut dire que j'ai eu un accident grave en 2006. C'est un accident de chez moi, j'ai tombé sur table en verre, j'ai traversé 3 verres. Voilà. Quand j'ai tombé, ça n'a pas été coupé. Mais j'ai retiré en réflexion, mes doigts, il a touché là, donc c'était tout ouvert. 63 pointures, j'ai perdu 2 litres de sang et ça touchait les artères, veines, mais tout quoi, un peu tout. Et du coup, le médecin il m'a dit, tu devais changer ton métier. Et là, ça a été plus dur dans ma vie et j'étais pas bien du tout. Et donc j'ai fait 4 fois d'opération après avoir un accident, mais j'ai pas abandonné. Voilà. Je suis allé kiné tous les jours pour voilà. Mon kiné il m'a soutenu, non tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Donc c'est plutôt la décision, c'est que voilà, quand j'ai eu l'accident, le lendemain, quelques semaines après, le médecin qui m'a dit que tu peux plus continuer, non, je le fais. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une décision, mais j'ai décidé de continuer la cuisine. Ça c'était plus dur. Voilà. C'est exactement la réponse à la question. Voilà. Parfait. Deux secondes, s'il vous plaît. Je vous en prie, oui, bien sûr. Cédric. Est-ce que vous pourriez me dire, selon vous, quel est l'aspect de la vie d'un chef qui est sous-estimé? C'est-à-dire C'est-à-dire quelqu'un, pour les gens qui ne sont pas chefs, les gens qui viennent dans votre restaurant, les gens qui voient de la cuisine à la télé ou ce genre de choses, de quoi est-ce qu'ils ne se rendent pas compte de la réalité de la vie d'un chef? Nous, on est l'artiste. Les gens, ils considèrent comme les chefs qui est l'artiste. C'est vrai. C'est vrai. On est l'artiste. On peut mettre plein de couleurs différentes. On peut mettre plein de sauces différentes. C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que c'est l'art qui demande plein de techniques maîtrisées. Donc, avant d'être l'artiste, il faut apprendre longtemps. La base, quoi. Découpe, la cuisson, les produits. Ben ça, il n'y a pas de frontières, on va dire. C'est soit au Japon, soit en France, c'est pareil. Souvent, voilà, je reçois les gens des fois qui n'ont jamais fait de restauration, qui n'ont jamais l'expérience. Mais souvent, je ressens ce que je me sens, que voilà. Comment on peut dire? Ils ne pensent pas que c'est facile, mais ils ne réalisent pas que ça prend énormément de temps pour éplucher les légumes, par exemple. Voilà. Pour faire son art, quoi. Ouais, c'est ça que je pensais. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. C'est parfait, c'est parfait. C'est parfait, ça me fait un petit peu penser à une autre réponse que j'ai eue qui était de dire que les chefs sont des artisans, en fait. Et ils ne sont pas ils sont pas des acteurs, ils ne sont pas que des artistes, comme vous dites, mais qu'effectivement, le côté artisanat, ça sous-entend qu'il y a des niveaux, comme on vient de le décrire, des niveaux de technique à apprendre pour en arriver ouais. à pouvoir juste s'exprimer. En fait. Et il faut avoir technique pour arriver à l'art final. Okay. C'est ça. Ouais, c'est très intéressant. Très intéressant. Est-ce que vous aimeriez que vos enfants soient chefs, si non, vous avez des enfants? Je ne sais pas. C'est comme vous, elle vous. Hein. Qu'est-ce que vous lui diriez si s'il arrivait, il vous disait je veux être chef? Bah, c'est bien mon fils ou c'est bien ma fille. Voilà, je respecterai son choix. Okay. Voilà.
Est-ce que vous pouvez me parler de votre enfance? D'autres? De votre enfance? Comment j'étais enfant? Ouais. Alors, c'est une bonne question. Vous savez, moi, depuis l'âge de 3 ans, j'ai rêvé d'être cuisinier. Et j'ai adoré toutes les manipulations, petites manipulations. Cuisinier ou maçon, ou menuisier plutôt, voilà, le truc de tout est minuscule que j'ai aimé. Donc j'ai toujours rêvé d'être cuisinier depuis l'âge de 3 ans, ou Superman, voilà. Et je ne suis pas Superman, mais voilà, le rêve, ça est devenu réalité. Et c'est vrai que, après, j'ai lien avec en France aussi. J'ai grandi avec le livre de Paul Bocuse, de tous les grands chefs, quoi, le Ducasse, voilà, le Joël Robuchon, tout ça. Et Marcel Pagnol, tout. Ouais. Ok. Et donc quand j'ai eu une proposition de travail en France, je n'ai pas hésité, quoi. Bien sûr. Voilà. Et vos parents, ils avaient un lien avec la cuisine ou pas Oh, particulièrement? rien du tout. Ok. Et ils cuisinaient, eux? Non, mon père, il est sécrétariat, et ma mère, elle est dentiste. D'accord. Voilà. Et mon petit frère, il travaille chez Mazda. Donc moi, je suis seul cuisinier dans la famille. Ok. Ouais. C'est vraiment c'est du côté, c'est toutes les manipulations que j'ai. Voilà. Et je joue un peu de musique aussi depuis tout petit. Mais c'est pareil, la même raison. J'aime bien des techniques, manipulation, tout ça. C'est plutôt que précision. Ouais. Voilà. Ok, je comprends très bien. Et j'ai lu que vous aviez fait des voyages. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de vos voyages? Alors, donc pendant 7 ans, j'ai fait l'apprentissage. À quel âge vous avez commencé l'apprentissage? 15 ans. 15 ans. Ouais. Et mon premier voyage, c'était avant de commencer de cuisiner dans la cuisine, donc c'était 1995 même. Et en fait, ma mère, elle est première génération de hippies, on va dire. Elle a fait un voyage du monde avec sac à dos, l'année 60, 70, c'est la première génération, je pense. Et donc, je suis né dedans. Donc, j'avais toujours cette influence, de cette ambiance, comme voilà, il faut que je parte, quoi. Et un jour, ma mère, elle m'a dit, mon fils, là, le moment, c'est il faut que tu pars. Et je me rappelle très bien, il m'a acheté le billet de Japon à Los Angeles et le retour, le New York, Japon. C'est tout. Quel âge? 15 ans. Donc, mon premier voyage, j'ai fait une stop de Los Angeles jusqu'au Boston. Et après le New York, tout ça. Donc, c'était un vrai voyage, quoi. Et à l'époque, je ne parlais pas du tout aucun mot anglais. Voilà, j'ai parti en aventure, 15 ans. C'était bien. C'était bien. Et j'ai kiffé, vraiment. Et donc, pendant 7 ans de formation, je ne vous ai pas dit, mais je me suis arrêté 3 fois. Parce que la maison était trop dure. Et donc, à ce moment-là, j'ai parti en voyage. Voilà. Et c'était j'ai commencé un pays d'Asie, le Népal, l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, le Sri Lanka. Voilà. Toujours avec un concept typique. J'ai voyagé avec moto. J'ai fait 20 000 km en Inde. Voilà. Les motos, j'ai acheté. Vous savez, en Inde, ce que c'est rigolo, c'est qu'ils vendent le magasin, le Royal Enfield. Voilà, j'ai fait la Royal Enfield, 20 000 km, vous me connaissez bien. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un quartier en New Delhi qui s'appelle Carole Bagh. C'est comme Koh-Lioto de Marseille. Donc, c'est le quartier de moto. Mais c'est différent, c'est que voilà, ils ont des magasins de tous les détaillés. Il y a le magasin de moteurs, magasin de bougies, de machin, de tout détaillé. Et ça m'a donné l'idée de faire le Royal Enfield personnalisé. C'est-à-dire que j'ai acheté le moteur de l'année 60 et j'ai monté le moteur avec la mécanique de là-bas. Et j'ai voyagé avec. Voilà, c'était bien. De nord et sud. Après, pendant les guerres, j'étais en Afghanistan aussi, à Kaboul. Ouais. Wow. Voilà. C'était comment ça? Parce qu'avant un jour, j'étais à Pakistan. Donc j'ai eu alarme niveau 5, urgence par l'État japonais, qu'il faut que je sorte de ce pays parce qu'il y avait une tension entre le gouvernement indien et Pakistan par rapport au problème de frontière de Cachemire, le nord. Donc ils ont fermé les frontières. Et moi, je suis arrivé de Pakistan de l'Inde. Et donc mon seul choix, c'était pour sortir de Pakistan à Afghanistan. Et quand je suis arrivé à Afghanistan, le jour même, il y avait l'avion qui entrait dans le bâtiment. Dans le World Trade Center. Voilà, World Trade Center. Oh, et wow. donc les autres frontières, il est fermé aussi.
Et donc pendant la guerre, j'ai resté dans Kaboul. Voilà. Combien de temps? Un mois. Et à la fin, c'est le, comment il s'appelle, la United Nations qui nous a préparé, de tous les touristes journalistes, ils ont mis dans un hôtel et on est parti au Bangladesh. Voilà. Waouh. Waouh. Et Ok, puis très j'ai fait plein intéressant. de choses. Hein. De Thaïlande, Cambodge, j'ai fait marcher à pied. Voilà. Et un jour, j'étais au Maroc. J'ai traversé les Sahara avec des chameaux aussi. Donc moi j'aime bien. J'aime bien le voyage, mais un vrai voyage, c'est plutôt aventure, tout ça. Voilà. Je pense qu'on apprend beaucoup de choses quand on voyage Exactement. sur soi-même. Je pense qu'on apprend beaucoup de choses quand on cuisine aussi sur soi-même, quand on cuisine de façon professionnelle. Est-ce que vous pensez qu'on apprend des choses communes en voyageant et en cuisinant? Bien sûr, bien sûr, Comme quoi? bien sûr. Déjà, c'est façon de cuisiner. Chaque pays que je voyage, je regarde comment ils cuisinent. Par exemple, l'Inde, ils cuisinent par terre. Voilà. Et ils font des fritures dans la louche, par exemple. J'ai vu le egg curry. C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Ils mettaient de l'huile dans la louche et ils mettaient sur le gazinière, ils mettaient des œufs, j'étais mort de rire. Mais un jour en France, j'avais pas de friteuse ni d'appareil pour faire de friteur. Et il y avait louche. Et j'ai pensé ça. Et j'arrivais à faire. Genre, petite histoire comme ça, ouais, c'est toujours utile. Après plein d'épices, tout, voilà. Et je peux savoir, c'est quand il y a un fournisseur qui me ramène épices l'Indien, si c'est bon ou pas, par exemple. Voilà, c'est toujours utile de faire voyage. Et puis, comme vous avez dit, on apprend plein de choses quand on voyage, quand on est dans le voyage. Alors moi, j'appelle ça, c'est révolution de morale. Voilà, chose qui est interdite ici, les autres pays qui l'acceptent. Complètement normal. Voilà, complètement normal. Genre, on mange à la main, c'est complètement normal. Et là, on apprend, et quand on mange avec la main, en fait, on déguste d'abord avec la main, il comprend si c'est sucré ou salé. Et donc, il prend le plaisir en touchant d'abord, avant de manger. Et c'est quelque chose, j'adore, même quand je fais l'assiette ici, des fois je fais, bon, c'est pas pour faire manger tous les plats, mais un petit touche que voilà, vous prenez ça dans la main, la galette de riz, et vous cloquez, c'est un plaisir en plus. Voilà. Ça, si j'ai pas voyagé, et j'ai pas eu cette inspiration. Donc, mes cuisines, mon style de cuisine, ça va devenir comme des sans tabou. Et c'est la raison que je ne restais pas dans la traditionnelle cuisine japonaise aujourd'hui. Donc, dans mes cuisines, il y a de ratatouille, il y a de romarin, il y a de thym et il y a de sauce soja. Voilà. C'est magnifique. Je suis absolument d'accord avec ce que vous dites sur cette révolution de la morale. Et je sais que sur le sucré salé, par exemple, c'est quelque chose, quand je suis sorti de France, c'est une révolution. Oui. C'est-à-dire qu'en France, on est enfermé dans des carcans, dans des règles très précises d'accords, de saveurs et de produits qui ne vont pas ensemble. J'ai mangé à Madrid un os à moelle, donc un grand os à moelle coupé en deux comme ça, avec des crevettes et de la sauce aigre douce et de la coriandre. Et c'était incroyable. Ouais. C'était incroyable. Ouais. Ça pouvait peut-être être amélioré encore. Ouais. Mais c'était bien quoi. Ouais. Mais voilà l'idée et puis la liberté en fait, Liberté. cette espèce Exactement. de révolution. C'est ça ce que je voulais dire, révolution. Je suis absolument Liberté, d'accord. ouais. Liberté, sans tabou quoi. On ne dit pas que voilà, on ne fait pas ça. Mais par contre, c'est différent. Il y a plein de chefs qui pensent que voilà, ok, on fait des inspirations, ça. Ah ok, il y a un peu de yuzu, donc on va utiliser. C'est bien. Mais ça ne veut pas dire que c'est un peu japonisé ou fusion ou tout ça. Et c'est pour ça que je n'utilise jamais le mot de fusion ma cuisine. Et pourquoi? Parce qu'il faut maîtriser d'autres cultures. Voilà. C'est pas pour moi, c'est un croisement. C'est pas une fusion, c'est un croisement. Voilà. C'est vrai. Ok, une question un peu plus légère. Si vous étiez condamné à mort, ce serait quoi votre dernier repas? McDo. Mon dernier repas? Je sais pas. C'est alors un bon verre de vin avec un petit légume de la saison. Voilà, du ranchoyade. Ça va être sympa. Ok, Voilà. très bien.
quelles sont les règles les plus importantes dans votre cuisine? Produit. Contact avec produit. Communique avec produit. Comprendre comme produit. Le plus important dans mes produits, c'est les cuisines, c'est les produits devant. Voilà. Et d'autres choses, parce qu'il y a d'autres chefs qui disent que voilà, c'est le respect, voilà, de partage et tout ça. Mais pour moi, c'est l'amour. Voilà. Des fois, c'est difficile de mettre autant de mon émotion dans l'assiette, de l'amour. L'assiette à 10 heures le soir pour préparer quelqu'un que je ne connais même pas. Mais pour moi, c'est l'amour. Voilà, c'est le meilleur épice. Et ça m'a tout de suite fait penser à autre chose quand vous parlez d'amour, c'est la relation avec votre chef au Japon. C'est clairement de l'amour aussi, cette relation. Ouais. C'est de l'amour professionnel, Exactement. mais c'est de l'amour. Ouais. Mais ça a mis beaucoup de temps. Hein. J'ai détesté au début. Il ne m'appelle pas mon nom, je ne comprenais pas tout ça, mais il est sévère, il ne me parle pas et tout. Mais c'est l'amour. C'est. Voilà. Et vous croyez que dans vos employés, il y en a qui vivent la même chose que vous avez vécu avec Non, moi je fais plus pareil en fait. Ça ne marche pas ça en France. Donc moi je l'explique, j'appelle son nom et voilà. Et tout ça. Ce qu'on appelle le tough love en anglais. Ouais, c'est ça. Ok. C'est marrant que vous disiez que ça ne marche pas en France, que c'est quand même. Quand je vous entends parler du Japon et de la façon dont ça a été fait, il y a des différences. Non, même bien au sûr. Japon, ça ne marche plus ça. Même ça marche plus, voilà, ça ça marche Ok. plus ça. Et vraiment, moi, je suis un de dernière génération. D'accord. Ça prouve que ce restaurant est fermé. Ils trouvent plus personnel. Plus personnel. Voilà. Ah, à cause de ça. Aussi, ouais. C'est aussi, ouais. C'est d'ailleurs la même situation en France. C'est-à-dire que Exactement. les chefs qui sont dans cette old school ne trouvent plus de personnel. C'est ça. Il fait chaud, il vient pas. Il fait froid, il vient pas. Voilà. On parle sec, il vient pas. Et non. C'est. Voilà. Moi, je suis pas contre, hein, mais voilà, c'est différent, quoi. C'est différent. Et puis. Par contre, voilà, j'ai un cuisinier depuis quelques ans. J'ai des cuisiniers depuis quelques ans que j'arrivais à construire la confiance entre deux sens. Et là, je donne un petit peu plus ma passion, on va dire. Et je donne un peu plus ce que j'ai dans mon tiroir de cuisine. Et là, oui, effectivement, ouais, il vient pêcher avec moi. Et parce que moi, je fais tout le temps des visites des producteurs, tout ça, je continue. Ici en France aussi. Donc, lorsque je pars chez producteur de pêche, il vient avec moi. Et lorsque je vais chez éleveur de coquilles, il vient avec moi. Voilà, donc j'ai eu chance d'avoir les gens comme ça dans ma cuisine aussi. Voilà. Mais pas tous, mais je ne le force pas. Je le force pas. S'il veut venir, ouais, il vient. Mais par contre, moi, c'était obligé quand j'ai appris. Voilà. Ouais, tu vas là-bas demain. Voilà, oui. C'est ça. Oui, ok. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que ce serait le meilleur conseil que vous pourrez donner à vos apprentis? Ou que vous donnez actuellement? Bah écoute, le métier est beau. Le métier est beau. Le métier est beau. Je me rappelle, mon chef qui m'a dit, quand j'étais vraiment, c'est première année, deuxième année, il paye, c'est mon nom, il paye. Voilà, si tu es avocat, tu peux être avocat qu'au Japon. Mais si tu es cuisinier, tu peux travailler partout en France, partout de le monde entier. Le cuisinier, la cuisine, il n'y a pas de frontières. Tu peux travailler partout, tu peux utiliser toutes tes techniques. Donc écoutez, le métier est beau. On apprend quelque chose dans la main, de manipulation, de savoir-faire, de la recette, tout quoi. Ouais. Mais imaginez si vous arrivez à créer une recette qui dure, qui devient connue, le plat, tout ça, pas forcément, qui ne se rappelle pas moi, dans 100 ans, 200 ans, 300 ans après. Vous savez, c'est, voilà, comment je peux expliquer? Du retard tatin. On ne connaît pas qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, mais on connaît que voilà, c'est sa recette. On apprend aujourd'hui aussi, quelques cent ans après. C'est un peu mon rêve aussi. Mais imaginez que ça peut être sympa. Dans 200 ans, il y a quelqu'un qui apprend de ma recette. Ça peut être sympa. Voilà.
peut-être c'est mon rêve voilà, mon rêve de ma vie, je pense. Voilà. Je vous souhaite que ça vous arrive. Je vous le souhaite très sincèrement. Et donc je cherchais une recette, quoi. Voilà. La quête. Voilà, c'est ça. Très bien. Ok, et j'ai une dernière question. Oui, Est-ce que vous embauchez? oui, Vous cherchez des gens en ce moment? oui. Comment est composée votre équipe? Comment on compose l'équipe? Alors, Actuellement en cuisine, il y a combien vous êtes? on est 4 cuisiniers avec moi et une aide de cuisine. Ok. Voilà. Et des apprentis ou des contrats CDD, CDI? CDI, tous. CDI tous? D'accord. Et à un moment, on prend l'apprentissage aussi. Hein. Il y avait un mois, il y avait apprentissage. Ok. Voilà. Ouais. Et je cherche le personnel, oui. Ok. Vous avez combien de couverts ici? Alors, il y a 40 chaises assis, 40 mais sièges. on fait 20-25 couverts déjà complets. D'accord. Et on ne sait pas faire plus. Ok. Voilà. C'est une cuisine que ça demande beaucoup de temps de préparation. Et puis, j'ai que 2 menus dans mon restaurant. C'est menu rêve et voyage. Voilà. Donc, menu rêve, 9 services, voyage, 12 services. Voilà. Et je pense que ces 20-25 couverts, ça suffit pour volume de travail et ça suffit pour me nourrir. Donc, je ne veux pas plus. Voilà. Magnifique. Juste pour terminer, est-ce que vous pouvez me donner la question que vous avez préféré répondre et celle qui a été la plus difficile à répondre? Tout ce que vous avez proposé? Ouais. J'ai beaucoup aimé toutes les questions. Merci. Il n'y a pas de préférence. Je vois que vous êtes vraiment venu parler avec moi, quoi. J'ai vu. Donc, je vous remercie. Donc, et comme vous avez bien préparé et bien organisé, je n'avais pas de questions difficiles à répondre. Et parce que, je ne sais pas, c'était touchant un peu, mais à la limite. Voilà. Donc, pour moi, tout est positif. Merci de me poser des questions. Merci beaucoup de Voilà. m'avoir reçu. Ça m'a rappelé mon apprentissage aussi. Voilà. Je suis ravi, vraiment Ça m'a ravi. fait plaisir. Merci C'était beaucoup. bien? C'était génial. Ah, c'était bien. C'était absolument génial, j'ai des frissons, donc tout va bien. Ouais, pareil. C'était cool. Alors, tu as aimé ou pas? Ouais, mais c'est bien parce que mon assistante…